Un maçon qui n'avait plus rien, incapable de payer son loyer, vit un matin la rencontre de sa vie, celle avec Jésus, et dès le lendemain, son existence bascula pour toujours. Cette histoire n'est pas une simple anecdote, c'est une de ces narrations qui te transpercent le cœur, qui font vaciller les certitudes et laissent entrevoir que les miracles existent encore aujourd'hui, même dans les lieux les plus oubliés. Dans les marches pauvres et grises d'Écatépec, là où les maisons de parpaing s'empilent les unes sur les autres comme des boîtes de carton détrempées, où chaque aube est une lutte contre le désespoir, vivait Rodrigo Vasquez. 42 ans à peine, mais un corps usé comme s'il en avait 60. Ses mains ressemblaient à des pierres ponces, creusées par 20 ans de travaux sans répit. Son cœur, lui, pesait plus lourd que tous les sacs de ciment qu'il avait portés dans sa vie. Ce mardi de novembre, alors que le soleil hésitait à se montrer entre les câbles électriques emmêlés et les antennes rouillées du quartier, Rodrigo comptait ses richesses, 47 pesos. Pas 47 000, pas 470. 47 pauvres pesos qui tintaient dans sa poche comme une insulte, une moquerie cruelle. Cela faisait déjà plus de 3 mois qu'il n'avait plus de travail. Il avait compté les jours comme un prisonnier et les murs de sa cellule. Et cela faisait encore plus longtemps qu'il avait cessé d'espérer. Ses rêves de jeunesse s'étaient brisés brutalement, comme un oiseau s'écrase contre une vitre invisible. Entre ses doigts tremblants, il tenait une feuille de papier qu'il avait repoussée pendant une semaine entière, comme on évite de regarder une condamnation écrite noir sur blanc. C'était l'avis de son expulsion, il avait 24 heures pour quitter la maison où il vivait avec sa famille, faute d'avoir payé 3 mois de loyer. 15 000 pesos de dette. Une montagne impossible à gravir pour un homme qui n'avait même pas de quoi acheter du pain. Rodrigo replia le papier avec soin, comme s'il s'agissait d'un document précieux au lieu de la sentence de sa déchéance sociale. Il le rangea dans la poche arrière de son pantalon de travail, un jean usé jusqu'à la corde qu'il portait depuis des années comme une seconde peau, rapiécé à tant d'endroits qu'il n'en restait presque plus de tissu d'origine. Chaque couture racontait une histoire, un chantier différent, une espérance différente, une promesse d'avenir meilleur qui n'était jamais venue. Il resta assis sur la marche de béton froid devant la porte de sa maison louée, observant la vie du quartier s'éveiller lentement autour de lui, comme une symphonie de survie. Doña Carmen balayait déjà le trottoir, répétant les mêmes gestes mécaniques qu'elle avait fait chaque matin depuis 30 ans. Don Alberto, lui, ouvrait sa petite épicerie en plaçant des bouteilles de Coca-Cola dans un vieux réfrigérateur qui faisait plus de bruit qu'un camion au démarrage. Les enfants du voisinage commençaient à sortir en traînant des cartables fatigués et des petits déjeuners précaires enveloppés dans des serviettes en papier. C'était 6h30 du matin, l'aube d'un jour qui serait peut-être le dernier dans cette maison. Dans quelques heures à peine, le licencié Torres viendrait accompagné de 2 policiers pour les mettre à la porte, lui, sa femme et ses 3 enfants. Et Rodrigo n'avait absolument rien à leur offrir. Pas un peso pour verser une nouvelle caution, pas un emploi pour générer un revenu, pas de famille élargie prête à tendre la main. Dans la cuisine, derrière la porte de tôle bleue qu'il avait lui-même peinte 2 ans plus tôt, alors qu'il travaillait encore régulièrement, sa femme Martha préparait un maigre repas avec les dernières miettes de la réserve. Des haricots réchauffés depuis 3 jours, allongés avec un peu d'eau et de sel pour en faire durer la portion, et quelques tortillas fiées à crédit chez Doña Cuca. Mais même là, la voisine avait fini par lui dire avec une grimace de gêne qu'elle ne pouvait plus rien donner tant que les 300 pesos du ne seraient pas réglés. Dans la chambre unique, les 3 enfants dormaient encore, serrés les uns contre les autres comme des sardines dans une boîte. Javier, 12 ans, avait déjà l'air d'un petit adulte. Anna, 9 ans, croyait encore aux contes de fées. Et le petit Diego, 6 ans, demandait toujours pourquoi son père ne souriait plus. Ils ignoraient tout de l'expulsion imminente. Rodrigo leur avait menti pendant des semaines, affichant un sourire forcé, leur répétant que tout allait bien, que bientôt ils retrouveraient du travail, que ce n'était qu'une question de temps avant que les choses s'améliorent. Mais les enfants ne sont pas dupes. Ils possèdent cette intuition perçante des innocents. Ils avaient remarqué l'absence de lait frais depuis 1 mois, les repas de plus en plus maigres et répétitifs, les larmes que leur mère essuyait discrètement du revers de sa manche avant de se tourner vers eux avec un sourire forcé. Ce matin-là, la voix tremblante de Martha le tira brusquement de ses pensées sombres. Elle apparut dans l'entrebâillement de la porte, s'essuyant les mains humides sur son tablier. Jadis immaculé, ce tablier était désormais un patchwork de taches et de déchirures, la carte vivante de 1000 repas cuisinés avec amour et avec presque rien. Le petit déjeuner est prêt, mon amour. Martha avait 39 ans, mais les soucis des derniers mois l'avaient vieilli de 10 ans. 3 mois d'angoisse quotidienne avaient creusé des sillons profonds sur son visage encore beau. Ses yeux bruns, autrefois lumineux, semblaient éteints. Ses épaules s'étaient voûtées,
comme si elle portait un sac invisible rempli de pierres lourdes et de préoccupations insolubles. « J'arrive, mon amour, répondit Rodrigo machinalement. Mais ses jambes refusèrent d'obéir. Il ne pouvait plus supporter un autre repas de haricots dilués. Il ne pouvait plus regarder ses enfants avaler la même nourriture pauvre pendant qu'il feignait que tout était normal. Il ne pouvait plus prétendre être un bon père, alors qu'il était à quelques heures de les voir littéralement jetés à la rue. Martha, après 16 années de mariage, savait lire son corps comme un livre ouvert. Elle comprit, sans qu'il dise un mot, qu'il était brisé. Ce qui allait suivre, Rodrigo ne l'aurait jamais imaginé. Car dans ce désespoir absolu, dans ce matin où tout semblait perdu, une lumière s'apprêtait à briller. Une rencontre inattendue, silencieuse et pourtant bouleversante, allait transformer ce jour de malédiction en commencement de bénédiction. Ce n'était pas un hasard, pas une coïncidence. C'était une visite. Une main tendue. Le Christ lui-même, dans la simplicité d'un signe, dans la profondeur d'une parole murmurée au cœur, allait frapper à la porte de Rodrigo. Et sa vie, marquée par la pauvreté, les luttes et la fatigue, allait être bouleversée pour toujours. Elle connaissait par cœur chaque geste de son mari, chaque silence qui s'étirait comme une plaie ouverte, chaque façon dont il tentait de digérer la douleur sans l'avouer. Avec une tendresse infinie, elle s'assit doucement à ses côtés sur la marche froide, sans prononcer un seul mot. Le temps semblait suspendu, et ce silence avait la densité d'une éternité. Alors, avec la simplicité des gestes qui valent plus que 1000 paroles, elle posa sa petite main calleuse, façonnée par des années de tâches domestiques, sur la main large et crevassée de son époux, marquée par le travail rude et épuisant des chantiers. Depuis leur jeunesse, ils s'étaient choisis, mariés presque enfants, et avaient grandi ensemble dans les tempêtes de la vie. Elle savait lire la tristesse profonde de Rodrigo comme s'il s'agissait d'un texte imprimé dans sa langue maternelle. Finalement, d'une voix à peine audible, elle osa poser la question dont elle connaissait déjà la réponse, mais qu'elle devait entendre de sa bouche, « Est-ce que c'est aujourd'hui ?» Rodrigo hocha la tête lentement, incapable de formuler un mot, craignant que sa voix se brise en 1000 morceaux s'il osait parler. Depuis des semaines, un nœud douloureux lui étranglait la gorge, un poids qui ne le quittait plus. « De combien avons-nous besoin exactement ?» demanda-t-elle, même si elle redoutait la réponse. Il soupira, épuisé, 15 000 pesos pour nous mettre à jour sur les 3 mois de retard, et 15 000 autres pour la caution d'une nouvelle maison, parce qu'après ça, plus personne ne nous louera quoi que ce soit. Un rire amer, c'est comme de la cendre dans sa bouche, lui échappa. 30 000 au total. Autant dire 30 millions pour ce que ça change. Martha, la femme qui portait encore dans son cœur fatigué la braise d'une foi inextinguible, serra plus fort sa main, cherchant à lui transmettre l'amour qui lui restait, aussi fragile soit-il. Rodrigo, regarde-moi dans les yeux. Il releva lentement la tête vers elle, vers cette compagne qui avait cru en lui quand personne d'autre n'y croyait, qui l'avait suivi depuis leur village natal d'Oaxaca jusqu'à cette immense ville pleine de promesses brisées, espérant construire ensemble un avenir meilleur pour leurs enfants. Nous avons traversé pire que ça, dit-elle avec une fermeté que lui ne ressentait pas, te souviens-tu de notre arrivée ici, sans connaître une seule âme? Te souviens-tu de la naissance de Ravière, quand nous n'avions même pas de quoi acheter les couches les moins chères? Te souviens-tu de ma maladie, quand nous avons dû emprunter pour payer mes médicaments? Chaque fois, toujours, nous avons trouvé un chemin pour survivre. Il secoua la tête, accablé. Non, Martha, cette fois, il n'y a pas d'issue. Pas de miracle caché derrière l'horizon. Mais elle l'interrompit d'une voix inflexible, il y a toujours un chemin, même si on ne le voit pas encore. Toujours. Parce qu'il n'y a rien dans ce monde qui compte plus que nous 5. Et nous, ensemble, nous avons toujours été suffisants. Nous le serons encore. À cet instant, un bruit brutal fendit l'air, le crissement assourdissant d'un vieux camion qui s'arrêtait brusquement devant leur maison. Comme un seau d'eau glacée jeté sur leur intimité fragile, ce vacarme les fit sursauter. Une Ford blanche de 2010, cabossée par des années d'usage rude, la peinture écaillée par le soleil impitoyable de temps d'été, venait de se garer. Du siège du conducteur descendit un homme que Rodrigo reconnut aussitôt. Son estomac se contracta violemment, c'était Germán Salinas, son ancien associé, et l'homme qu'il haïssait le plus au monde. Germán avait le même âge que lui, seulement 2 mois de différence à la naissance, et pourtant il paraissait 10 ans plus jeune et 1000 fois plus prospère. Sa chemise polo de marque portait encore l'étiquette, son pantalon kaki était impeccable, sans le moindre pli, comme s'il avait une domestique attitrée, et ses chaussures de cuir brillaient sous le soleil du matin, neuves et arrogantes.
sur son visage s'affichait ce sourire calculé que Rodrigo n'avait jamais oublié, le même sourire d'autrefois, quand ils étaient amis inséparables, rêvant comme des frères de bâtir ensemble une entreprise de construction qui ferait la fierté du Mexique. Mais aujourd'hui, ce sourire avait l'amertume de la trahison. Compadre, lança Germain avec une fausse familiarité, s'avançant avec assurance vers la marche où était assise la couple. Cette voix sonnait comme une gifle. Martha se raidit à ses côtés, tel un ressort tendu. Elle ne lui avait jamais fait confiance, même à l'époque dorée, quand tout semblait leur sourire. Dans ses yeux, elle avait toujours perçu une lueur fausse, froide, calculatrice, presque prédatrice. « Comment vas-tu, Rodrigo ? Tu n'as pas changé, tu as toujours la même allure. » C'était un mensonge poli. Rodrigo savait qu'il avait l'air de ce qu'il était, un homme brisé par la vie, prématurément vieilli par le stress, vêtu de vêtements usés et rapiécés qui criaient son désespoir économique. Martha l'observait, la mâchoire serrée, prête à protéger ce qui restait de leur dignité. « Bonjour, Germain, » répondit Rodrigo d'une voix neutre, sans se lever du perron. « Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Germain choisit ses mots comme on pose ses pas sur un champ de mine. « Je suis venu spécialement te voir, parce que j'ai appris que ta situation est compliquée. Hier après-midi, Donia Cuca m'a raconté que tu as beaucoup de difficultés financières. » Rodrigo sentit la honte et la rage lui brûler les joues. Que son ancien associé, celui qu'il avait sciemment trahi et conduit à la ruine la plus absolue, vienne aujourd'hui le plaindre devant sa propre maison. C'était une humiliation insoutenable. Comme si la vie elle-même se moquait de lui. « Tout va très bien, » mentit-il, redressant le menton avec une dignité de façade. « Ce n'est qu'une mauvaise passe. » Germain éclata d'un rire sec, dur comme du verre qui se brise. Ce n'était ni l'amusement ni la compassion, c'était le rire cruel de celui qui se délecte de voir souffrir celui qu'il considérait autrefois comme son égal. « Compadre, ne me mens pas. Je te connais depuis 20 ans. Je sais que tu vas être expulsé aujourd'hui même. Je sais que tu n'as pas eu de travail stable depuis septembre. Je sais exactement où tu en es. » Ces mots, dits avec une cruauté nue, firent jaillir Rodrigo de son siège. Les poings serrés, la mâchoire crispée, son corps tout entier passa en état d'alerte, prêt à se défendre. « Et en quoi ça te regarde, ma situation ?» siffla-t-il. « Ça m'importe, parce que malgré tout, nous avons une histoire, » répondit Germain, toujours avec ce sourire faux qui n'atteignait jamais ses yeux glacés. « Je viens te faire une proposition qui pourrait régler tous tes problèmes. J'ai besoin de maçons expérimentés pour un grand chantier à satellite. Ça paie très bien, mais il faut que tu commences aujourd'hui. » Un éclair infime d'espoir traversa l'esprit de Rodrigo, une brèche dans l'obscurité de son désespoir. Mais immédiatement, la méfiance le submergea, instinctive, viscérale, comme celle d'un animal blessé. Il connaissait Germain mieux que personne. Jamais rien de ce qu'il offrait n'était gratuit, chaque mot cachait un piège savamment tendu. « Quel genre de chantier ?» demanda-t-il d'une voix dure. « Une demeure impressionnante pour un riche entrepreneur de Monterrey. Travail garanti pendant 6 mois complets. Et le salaire ? 800 pesos par jour. Tout en liquide, sans impôts, sans paperasse. » L'offre était objectivement excellente. Avec ce revenu, Rodrigo pouvait rattraper son loyer en retard en une seule semaine de travail acharné. Il pouvait sauver sa famille du désastre immédiat. Son cœur battait fort, entre espoir et crainte. Mais Germain, après une pause savamment orchestrée, ajouta enfin la condition qu'il avait gardée pour la fin, la faille dans la belle promesse. « Il faudra que tu apportes tous tes propres outils. Et j'aurai aussi besoin que tu te procures l'ensemble des matériaux nécessaires par tes propres contacts, tes fournisseurs de confiance. » Et là, Rodrigo comprit. La trappe s'ouvrait, exactement comme il l'avait pressenti. Rien, jamais, n'était gratuit avec Germain Salinas. Rodrigo sentit son estomac s'effondrer jusque dans ses pieds comme une pierre lourde qu'on laisse tomber dans un puits sans fond. Germain venait de lui demander quelque chose qu'il savait impossible, utiliser son nom, son honneur et les quelques relations de confiance qui lui restaient dans le monde de la construction pour obtenir des matériaux à crédit. Germain savait pertinemment que Rodrigo n'avait pas l'argent nécessaire pour régler avant de toucher un hypothétique premier salaire, et malgré cela, il insistait avec un aplomb presque insultant. Rodrigo voyait déjà l'abîme devant lui, si ce projet échouait et avec Germain c'était toujours une possibilité plus que réelle où il devrait de l'argent à tous ceux qui lui avaient encore tendu la main, détruisant à jamais les dernières relations commerciales qui le maintenaient en vie dans une industrie impitoyable. Il respira profondément et, rassemblant le peu de force intérieure qui lui restait,
dit d'une voix ferme, « Je ne peux pas faire ça, Germain. Tu le sais très bien. Je ne peux pas. » Le sourire artificiel de Germain se transforma en une grimace cruelle, presque une moquerie qui résonna comme un coup de couteau. « Et dis-moi, compadre, où t'ont conduit tes principes si nobles? Quels fruits ont donné toutes tes belles valeurs ?» demanda-t-il en désignant d'un geste méprisant la petite maison de location, les vêtements usés et raccommodés, et cette pauvreté si évidente qui entourait Rodrigo et sa famille comme une aura grise et collante. Ces mots étaient des dards empoisonnés, tes grands principes, ils t'ont mené droit à la rue. Bientôt, toi, ta femme et tes 3 enfants, vous n'aurez même plus un toit au-dessus de la tête. Tes valeurs, elles ne vont pas nourrir ta famille ce soir. À ces paroles, Martha se leva d'un bond, comme mue par un ressort invisible, et se plaça à côté de son mari, droite et fière. Malgré ses vêtements modestes, elle irradiait une dignité farouche, celle des âmes nobles que rien ne peut abattre. Sa voix claqua, ferme, tranchante, « Germain, je vais te le demander de la façon la plus polie possible, quitte notre maison immédiatement. » Mais Germain, dégoulinant de condescendance, répondit avec un ton qui goûtait le venin, doucement, « Martita, je ne fais que tenter d'aider mon vieux compadre dans ce moment difficile. » On aurait dit qu'il parlait à une enfant naïve incapable de comprendre les réalités du monde adulte. Rodrigo, le visage tendu mais la voix ferme malgré la douleur intérieure qui le rongeait, coupa court, « Il n'y a rien d'honnête dans ce que tu proposes. Tu le sais très bien. » Germain haussa les épaules, indifférent, comme si l'honnêteté n'était qu'une illusion sans valeur. « C'est ta décision, compadre. Mais quand tu dormiras dans un refuge avec tes enfants, quand Martha devra tendre la main au feu rouge, rappelle-toi que tu avais aujourd'hui une vraie chance de changer ton destin. » Sur ces mots, il se dirigea vers son imposant pick-up flambant neuf, et juste avant d'y grimper, il se retourna avec le talent d'un acteur cynique. « Ah, au fait? J'ai entendu dire que le licencié Torres a déjà de nouveaux locataires pour ta maison. Une jeune famille avec de l'argent. Dommage que tu n'aies pas su la garder, hein ?» Il monta dans son véhicule et démarra brusquement, laissant derrière lui un nuage de fumée noire qui symbolisait parfaitement le désespoir qui s'abattait sur la famille Vasquez comme une brume toxique. Mais Rodrigo Vasquez n'avait pas toujours été cet homme désespéré comptant ses pièces sur le perron d'une maison en location. Son histoire de chute avait commencé 24 ans plus tôt, dans un petit village oublié de l'état de Oaxaca, San Juan Bautista. Là, son père Aurelio, un homme patient et sage, lui avait transmis une leçon qui ne l'avait jamais quitté: les maisons, mon fils, sont comme les êtres humains. Si les fondations sont solides dès le départ, elles peuvent résister à toutes les tempêtes. À peine ses 18 ans révolus, malgré l'opposition de son père qui voulait qu'il reste travailler la terre familiale, Rodrigo monta dans le premier autobus en direction de Mexico. Dans sa poche, seulement 400 pesos froissés, mais dans son cœur un rêve immense, construire des gratte-ciel qui viendraient caresser les nuages. Les débuts dans la capitale furent terribles, chambres de pension insalubres, odeurs de moisissure, nuits froides, journées interminables sur les chantiers où les patrons exploitaient sans vergogne les travailleurs venus des campagnes, ignorant de leurs droits. Mais Rodrigo avait quelque chose de différent, quelque chose dans le sang qui le distinguait des autres. De son père, il avait hérité non seulement les savoir-faire manuels, mais surtout une éthique de travail précieuse comme un diamant brut. Jamais il n'arrivait en retard, pas une seule fois. Jamais il ne se plaignait, même lorsque la faim le tenaillait. Jamais il ne bâclait une tâche, même si personne ne surveillait. À 22 ans, il était déjà devenu maître maçon, et il commençait à rêver plus grand, ne pas seulement construire pour d'autres, mais bâtir son propre avenir, sa propre entreprise. C'est sur l'un de ces chantiers de logement qu'il fit la connaissance de Germán Salinas. Un homme de son âge, qui avait étudié 2 ans d'ingénierie civile avant d'abandonner, faute d'argent. Mais Germán avait un don rare, celui de parler, de convaincre, de vendre des illusions comme si elles étaient déjà des réalités. Un vendredi soir, autour de bière dans une cantina, Germán lança à Rodrigo: « Compadre, nous travaillons comme des esclaves pour enrichir d'autres salauds. Pourquoi ne pas devenir riches nous-mêmes? Toi tu as les mains, moi j'ai la tête. Ensemble, nous pouvons conquérir le monde. » À l'époque, Rodrigo ne trouva pas l'idée absurde. Entre deux, toutes les compétences étaient réunies. Lui savait bâtir n'importe quoi, Germán savait vendre, trouver des clients, négocier. La combinaison semblait parfaite. Rodrigo avait alors rencontré Martha, une jeune Oaxaquena belle et travailleuse, secrétaire dans une administration. Elle était tombée amoureuse autant de ses rêves que de sa noblesse d'âme. Le jour où il lui demanda sa main, lors d'un dîner qu'il avait mis des mois à financer,
il lui confia aussi son projet de vie, « Nous allons nous marier comme Dieu l'ordonne. Nous allons fonder une entreprise avec Germain et construire quelque chose de grand et de beau. » Martha, avec ce regard sérieux qu'il aimait tant, répondit, « Tu es sûr de pouvoir faire confiance à Germain ?» Rodrigo rétorqua, plein d'enthousiasme, « Je fais confiance à son désir de réussir, et je suis certain de pouvoir le garder honnête à mes côtés. » Une réponse qu'il regretterait des années plus tard, comme un poison au goût amer. Mais à ce moment-là, l'avenir brillait. Ils se marièrent dans une petite église, simplement mais avec beaucoup d'amour, et 3 mois plus tard naquit officiellement l'entreprise, Construcción Vázquez y Salinas. Ils réunirent 50 000 pesos en vendant tout ce qu'ils possédaient de valeur, croyant investir dans leur destin. Les premières années furent magiques, comme sorties d'un conte de fées entrepreneurial. Ils commencèrent en construisant de petites maisons pour des familles modestes, mais avec tant de soin, tant d'attention aux détails, tant d'amour pour l'ouvrage, que les clients, émerveillés, les recommandaient partout. En 4 ans, leur nom devint synonyme de fiabilité et de beauté. Rodrigo croyait toucher du doigt son rêve, il voyait des fondations solides pour un avenir lumineux. Mais l'histoire, on le devine, allait basculer. Rodrigo se souvenait avec une nostalgie douloureuse de l'époque où tout semblait aller dans la bonne direction, comme si la vie entière conspirait pour lui sourire. Les opérations de leur entreprise, qu'il avait bâtie avec son ami et associé Germain, avaient commencé modestement, mais bientôt, elle comptait 8 employés à temps plein et une liste d'attente de clients impatients de travailler avec eux. C'était une petite société, mais déjà reconnue pour sa fiabilité, son sérieux et la qualité irréprochable de ses chantiers. C'est au cœur de cette période bénie qu'était né Javier, leur premier fils, alors que l'entreprise entamait sa 4e année. Les affaires allaient si bien qu'ils purent s'offrir une maison splendide à Nalpan, un lieu qui représentait non seulement la stabilité financière, mais aussi l'accomplissement de rêves anciens, un jardin verdoyant où leur enfant pourrait grandir en riant, courir à travers l'herbe, bâtir ses châteaux d'imagination à l'ombre des arbres fruitiers. 2 ans plus tard, Anna vint agrandir la famille, un rayon de lumière supplémentaire, suivi 3 ans après par le petit Diego, dernière bénédiction d'une période prospère. À mesure que les enfants arrivaient, l'entreprise prospérait elle aussi, comme si les deux croissances étaient liées par une mystérieuse harmonie. Le modeste groupe de 8 ouvriers s'élargit à 20, 5 camionnettes de service sillonnaient désormais la ville, une véritable officine avec secrétaire, bureau et téléphone donnait une allure de respectabilité incontestable. Rodrigo n'était pas seulement fier de ce qu'ils avaient bâti matériellement, sa fierté tenait surtout à la manière dont ils y étaient parvenus. Chaque salarié recevait un salaire juste, digne, jamais il n'avait consenti à utiliser des matériaux médiocres pour augmenter les marges, chaque chantier était achevé en respectant scrupuleusement toutes les normes et réglementations, même si cela impliquait plus de frais et plus de complications. En 8 années d'activité, aucun accident grave ne s'était produit sur leur chantier, aucun procès pour malfaçon n'avait terni leur réputation, aucune plainte sérieuse de clients n'était venue entacher leur trajectoire. Leur succès était le fruit d'un labeur honnête, d'une vision noble et d'un engagement inébranlable. Mais, ironie amère du destin, ce succès même allait devenir la graine empoisonnée qui préparait leur chute. Le changement en Germain fut sournois, lent, insidieux, comme un cancer qui d'abord ne montre pas ses signes. Rodrigo, d'abord, n'y vit qu'un détail, Germain arrivait parfois en retard sur les chantiers. Puis il constata qu'il déléguait de plus en plus les responsabilités techniques et organisationnelles, se réservant des tâches plus légères. Germain commença à dépenser l'argent de l'entreprise dans des repas dits d'affaires, luxueux et coûteux, mais qui ressemblaient plus à des vacances privées qu'à de véritables rendez-vous professionnels. Chaque fois que Rodrigo lui demandait des explications, son associé avait la même justification rassurante, c'est pour garder les clients importants heureux. C'est ainsi qu'on fait les grandes affaires dans ce pays, compadre. Peu à peu, les discours de Germain se teintaient de calculs froids, de stratégies trompeuses. Il commença à insinuer qu'il devait optimiser les coûts s'il voulait rester compétitif. Les propositions devinrent récurrentes, presque obsessionnelles, utiliser des matériaux moins chers, embaucher des ouvriers inexpérimentés, réduire drastiquement les délais, quitte à sacrifier la rigueur et la qualité qui faisaient leur réputation. La concurrence devient de plus en plus féroce, répétait-il avec un air logique et pragmatique. Si nous n'abaissons pas nos prix de façon agressive, des entrepreneurs moins chers vont nous balayer du marché. Rodrigo, fidèle à ses principes, résistait de toutes ses forces. Nos clients viennent à nous précisément pour la qualité que nous offrons, objectait-il. C'est là notre véritable avantage compétitif. Ils veulent de la qualité avant tout. Oui, ils veulent aussi des prix raisonnables, mais l'équilibre ne doit jamais se faire au détriment de notre intégrité.
Les débats entre eux se firent alors de plus en plus fréquents, de plus en plus violents. Rodrigo se rendait compte avec une douleur croissante qu'il n'avait plus la même vision de leur entreprise. Pour lui, elle était un organisme vivant, fragile et précieux, qu'il fallait protéger et faire grandir sur le long terme. Pour Germain, elle s'était transformée en une simple machine à cash, destinée à engendrer le maximum de profit immédiat, peu importaient les conséquences. La fracture irréversible arriva comme un tremblement de terre. Rodrigo découvrit un jour, presque par hasard, que Germain avait autorisé l'usage d'un ciment de mauvaise qualité sur leur chantier le plus prestigieux, une maison de luxe commandée par un client exigeant. La révélation fut un choc, une paroi entière s'était dangereusement fissurée. Tremblant de colère et d'incrédulité, Rodrigo confronta son associé, « C'est toi qui as donné l'ordre d'utiliser cette marque bon marché ?» Germain, impassible, répliqua, « Elle est exactement de la même qualité que l'autre, mais 30% moins chère. C'est tout bénéfice. » Rodrigo explosa, « Mais cette paroi menace de s'effondrer. Nous aurions pu tuer quelqu'un. » La dispute qui suivit fut brutale, comme une guerre civile dans leur amitié et leur partenariat. Germain posa un ultimatum glacé, soit Rodrigo acceptait pleinement ces nouvelles méthodes optimisées, soit l'un devait racheter la part de l'autre et mettre fin définitivement à leur association. Puis, avec un sourire de prédateur, il lança son offre, « Je te propose 500 000 pesos en liquide pour ton 50%. » C'était une insulte. Sa part valait au moins le double. Mais Germain savait que Rodrigo n'avait pas 1 million de pesos pour racheter la sienne. Lorsque Rodrigo refusa, outré, Germain serra la vis, « Alors nous restons associés. Mais désormais, toutes les décisions concernant les matériaux et les méthodes m'appartiennent. Toi, tu porteras toute la responsabilité si quelque chose tourne mal. » Rodrigo comprit qu'il était piégé. S'il restait, il verrait Germain détruire pierre après pierre l'œuvre qu'ils avaient construite avec tant de sueur et d'intégrité. S'il partait, il devait se contenter de 500 000 pesos, abandonner 8 années de lutte acharnée, et repartir à zéro à 30 ans passés. Avec le cœur brisé mais la conscience tranquille, il accepta l'offre. Cet argent servit à payer intégralement les dettes de la maison familiale, il n'avait plus de charges, mais plus de revenus non plus. Reprendre le chemin du salariat après avoir été son propre patron tant d'années se révéla un supplice inattendu. Rodrigo se retrouva étranger dans un monde qu'il croyait connaître. Finalement, il décrocha un poste de maître d'œuvre dans une entreprise de taille moyenne. Lentement, douloureusement, il recommença à épargner avec l'idée de lancer un petit projet à lui. Mais au moment où il allait s'élancer de nouveau, la crise économique de 2019 frappa comme un ouragan. L'entreprise réduisit ses effectifs de 60%, Rodrigo fut licencié. En 2 mois, ses économies s'évanouirent. Il dut vendre la camionnette, les meubles, les appareils électroménagers, puis, ultime humiliation, la maison même qu'ils avaient tant aimée. L'argent de la vente servit à payer un logement modeste en location, mais bientôt, il ne resta rien. Rodrigo ne trouvait plus de travail stable, seulement de petits contrats d'1 ou 2 jours, payés une misère, insuffisant pour nourrir une famille de 5 personnes. Le pire fut de constater que Martha, son épouse, avait eu raison depuis le début, Germain allait tout détruire. Et c'est exactement ce qui se produisit. 2 ans seulement après le départ de Rodrigo, l'entreprise s'effondra, engloutie par des scandales. Un accident mortel dû à des matériaux défectueux, des procès ruineux, des enquêtes gouvernementales qui aboutirent à la fermeture définitive. Germain disparut comme un voleur, probablement après avoir empoché tout ce qu'il pouvait sauver de l'incendie. Pour Rodrigo, savoir qu'il avait eu raison n'était qu'une maigre consolation. Cela ne ramenait ni les années perdues, ni la stabilité de sa famille. Cela confirmait seulement, avec une cruauté implacable, que parfois, faire ce qui est juste ne suffit pas à protéger ceux qu'on aime le plus dans ce monde impitoyable. 5 ans après avoir vendu sa part, Rodrigo se retrouva un soir assis à la table nue de leur logement de fortune, avec pour seule richesse 47 pesos dans sa poche et un avis de saisie définitive entre ses mains. Son regard se perdit dans le vide. Comment avait-il pu tomber aussi bas? Comment sortir de ce trou noir qui engloutissait son foyer, sa dignité, ses forces? Et pourtant, au milieu de ce désespoir, une minuscule étincelle subsistait encore, une flamme vacillante qui refusait de s'éteindre. Parce qu'il avait appris, malgré toutes les injustices, qu'un homme qui travaille avec ses mains, un homme qui a connu la sueur et la dignité du labeur honnête, n'est jamais totalement vaincu. Peut-être que l'histoire de Rodrigo, aussi sombre qu'elle semblait à ce moment-là, cachait encore une leçon d'espérance, prête à éclore au moment le plus inattendu, comme une fleur surgissant d'une fissure dans le béton.
Il était exactement 10 heures du matin lorsque Rodrigo comprit qu'il ne pouvait plus rester assis, figé comme une statue, attendant passivement l'arrivée inévitable du licencié Torres accompagné de la police pour exécuter l'ordre de son expulsion. Une angoisse sourde l'étranglait, si rien ne changeait, dans quelques heures sa famille serait jetée à la rue comme des criminels, sous les yeux de ses propres enfants. Il se leva brusquement, incapable de supporter cette attente qui lui donnait l'impression d'être condamné sans défense. « Je vais marcher un peu dans le quartier », dit-il à Martha avec une voix qu'il tenta de rendre légère, comme si c'était une promenade ordinaire. « Peut-être que je trouverai un travail de demi-journée, quelque chose qui me permette de gagner au moins quelques pesos. » C'était un mensonge tendre, un de ces mensonges qu'on prononce pour protéger ceux qu'on aime. Ni lui ni Martha n'étaient dupes, ils n'allaient pas miraculeusement trouver du travail ce jour-là, encore moins en quelques heures. Mais il avait besoin de sortir de la maison, besoin d'échapper à l'humiliation de voir ses enfants assister à la scène terrible du père délogé par la force publique, traité comme un délinquant. Il se mit en marche, sans destination claire, arpentant les rues qu'il connaissait par cœur à Ecatepec. Chaque pas lui pesait comme s'il portait sur son dos tout le poids de ses années de labeur, ses espoirs brisés, ses rêves effondrés. La désespérance collait à sa peau plus lourdement que la sueur. Après plus d'une demi-heure de marche erratique, ses pieds le conduisirent presque mécaniquement jusqu'à une grande avenue où se trouvait un arrêt de bus familier. Il décida de s'asseoir un instant, sur un vieux banc de métal rouillé, pour reposer ses jambes fatiguées et essayer de mettre de l'ordre dans le chaos de ses pensées. Ce fut précisément là, dans ce moment de pause forcée, qu'il le vit. Au début, il pensa qu'il ne s'agissait que d'un vagabond de plus parmi les nombreux visages perdus que la ville engloutissait chaque jour. L'homme était assis directement sur le sol sale, adossé contre le mur décrépit d'une boutique fermée depuis des mois. Ses vêtements n'étaient plus que des lambeaux, témoignage d'un passé lointain où ils avaient peut-être été neufs. Ses cheveux longs et graisseux semblaient ne pas avoir rencontré de savon depuis des semaines, sa barbe, broussailleuse et enchevêtrée, renforçait l'impression d'abandon. Ses pieds nus, posés sur le béton glacé, faisaient frissonner rien qu'à les regarder, tant le froid matinal pénétrait jusque dans les os. Et pourtant, quelque chose chez cet homme retint immédiatement l'attention de Rodrigo, d'une manière qu'il ne pouvait pas expliquer rationnellement. Ce n'était pas seulement sa misère apparente. Contrairement aux autres indigents du quartier, il ne tendait pas la main, ne portait pas de pancarte, ne criait pas à l'aide. Non, il restait immobile, presque serein, avec une expression de paix profonde sur le visage, une paix qui détonnait avec son apparente détresse. Mais il était blessé. Une large plaie, fraîche et profonde, marquait son bras gauche. Le sang s'écoulait lentement mais sans interruption, imbibant la manche trouée de sa chemise en lambeaux. Cela ne faisait aucun doute, il s'était blessé récemment. La plaie était sérieuse, et pourtant, il ne cherchait pas à attirer l'attention, ne demandait pas de secours, n'interpellait personne. Autour d'eux, la scène ajoutait à l'étrangeté, l'arrêt de bus, relativement vide pour l'heure, accueillait quelques passants qui s'efforçaient d'ignorer l'homme, détournant volontairement le regard comme si sa présence était une offense ou une illusion gênante. C'était l'indifférence typique des grandes villes, où les êtres humains deviennent transparents dès qu'ils tombent en dessous d'un certain seuil social. Rodrigo resta là, figé, pendant de longues minutes qui lui semblèrent des heures. En lui se livrait une bataille silencieuse, violente, entre la raison et le cœur. Sa logique lui hurlait de s'éloigner. Après tout, il n'avait sur lui que 47 pesos, l'unique fortune de sa famille, leur dernier souffle d'espoir. Dans quelques heures, il serait expulsé et n'aurait même plus un toit. Comment pouvait-il se permettre d'aider qui que ce soit? Il n'avait rien, il devait protéger les siens. Mais, malgré tout, quelque chose en lui le retenait, une force invisible, magnétique. Cet homme blessé semblait l'attirer, l'empêcher de se lever, comme si son destin à lui, Rodrigo, était suspendu à ce choix. Finalement, après cette lutte intérieure qui le laissa épuisé, il se leva et s'approcha lentement. L'homme leva les yeux quand Rodrigo s'agenouilla prudemment à ses côtés, sur le pavé sale. Son regard le frappa de plein fouet, des yeux étranges, d'une couleur entre le brun et l'or, profonds, insondables, comme s'il reflétait une sagesse antique ou une vérité éternelle que nul mortel n'aurait dû porter. « Excusez-moi, Sonore, dit Rodrigo d'une voix douce et respectueuse. Je vois que vous êtes blessé. Avez-vous besoin d'aide? Un sourire se dessina alors sur le visage de l'inconnu, et ce sourire transforma tout, transfigura sa figure d'une manière quasi miraculeuse. Ce n'était plus le masque d'un vagabond, mais une lumière, une chaleur humaine immense, une compréhension silencieuse, une paix qui semblait défier la souffrance. « Je vais bien, hermano »
répondit-il d'une voix claire, étonnamment posée et cultivée, contraste saisissant avec son apparence défaite. Ce n'est qu'une petite coupure, rien de grave. Rodrigo fronça les sourcils. Elle ne paraît pas si petite, répliqua-t-il, observant de plus près la plaie. Ça saigne beaucoup. Vous pourriez attraper une infection si ce n'est pas soigné. Que s'est-il passé? L'homme haussa légèrement les épaules, je suis tombé, après que quelques jeunes m'ont bousculé sans raison. Mais ce n'est rien, c'est oublié. Je ne garde aucun ressentiment. Rodrigo savait d'instinct que la blessure avait besoin de soins urgents. Elle n'était peut-être pas mortelle, mais elle était loin d'être anodine. Une infection pouvait le condamner. Avez-vous de l'argent pour voir un médecin? Demanda-t-il. L'homme secoua la tête avec calme. Je n'ai pas un sou, hermano. Mais Dieu pourvoit toujours à ce dont on a réellement besoin. Ces mots frappèrent Rodrigo comme un coup de marteau en plein cœur. Dieu pourvoit. C'étaient exactement les paroles que Martha lui répétait sans relâche depuis des mois, des paroles qu'il avait fini par rejeter, fatigué d'attendre des miracles absents. Alors, d'un élan irréfléchi mais profondément juste, Rodrigo déclara, il y a une pharmacie au coin de la rue. Je vais vous acheter de quoi désinfecter et soigner cette plaie. L'homme le regarda avec surprise, comme s'il n'était plus habitué à recevoir une aide désintéressée. Vous n'avez pas à faire cela, dit-il doucement. Vous avez sûrement vos propres problèmes. Rodrigo soupira et répondit avec une honnêteté désarmante, oui, j'ai des problèmes, immenses. Mais cela ne m'empêche pas d'aider quelqu'un qui en a encore plus besoin. À la pharmacie, il demanda tout ce qu'il fallait pour soigner une coupure profonde, alcool, gaz stérile, bandages élastiques, crème antiseptique. Le pharmacien, un vieil homme blasé par des années de service derrière son comptoir, calcula le total. 45 pesos, annonça-t-il. Rodrigo sortit presque tout ce qu'il possédait et déposa les billets. Il ne lui resta que 2 pesos dans la poche. 2 pesos pour nourrir une famille de 5 personnes, 2 pesos et une expulsion imminente. Il retourna lentement vers l'arrêt de bus, la petite poche de plastique à la main. L'homme blessé leva les yeux et son expression changea radicalement en voyant le sac. Ses yeux brillèrent comme s'il assistait à un miracle. Vous avez dépensé votre argent pour moi? Pour un inconnu? Sa voix tremblait d'émotion. Rodrigo, pour le rassurer, répondit en minimisant, ce n'était pas beaucoup. Mais au fond de lui, il savait qu'il venait de donner presque tout ce qu'il avait. Rodrigo, agenouillé avec une sincérité presque enfantine, reprit avec délicatesse son geste de soignant improvisé. Ses mains calleuses, habituées à la rudesse du ciment et des briques, se transformèrent l'espace d'un instant en instruments de douceur, comme s'il pansait la blessure d'un de ses propres enfants. Il nettoya la plaie avec un soin méticuleux, appliqua de l'antiseptique, puis banda le bras du blessé avec une précision presque professionnelle, fruit de longues années à voir des ouvriers se couper ou se blesser sur des chantiers. Ces gestes traduisaient une attention pleine de compassion, une manière silencieuse de dire « tu n'es pas seul ». Lorsqu'il eut terminé, il releva les yeux et demanda d'une voix basse « Comment vous appelez-vous » ? « Jésus », répondit simplement l'homme. « Et vous, frère » ? « Rodrigo Vasquez. » Le regard de l'étranger se planta alors dans celui de Rodrigo avec une intensité si profonde qu'elle devint presque inconfortable, comme si ses yeux voyaient à travers lui, jusque dans les recoins les plus secrets de son âme. Puis l'homme reprit. « Rodrigo, puis-je vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr. »« Pourquoi avez-vous fait cela ? » ?»« Je suis un parfait inconnu pour vous. Je n'ai rien à vous offrir en retour, absolument rien de matériel. »« Alors, pourquoi ?» Rodrigo resta silencieux quelques secondes, cherchant les mots justes, comme s'il ouvrait une porte intérieure restée close depuis longtemps. Finalement, il répondit d'une voix tremblante. « Mon père m'a appris, depuis mon enfance, que lorsqu'on voit quelqu'un dans le besoin, on n'hésite pas à se demander si l'on peut ou non se le permettre, on aide, simplement, sans condition. » L'homme inclina légèrement la tête. « Et votre père avait sans doute beaucoup d'argent pour s'autoriser cette générosité ?» Rodrigo esquissa un sourire amer, presque nostalgique. « Mon père était un paysan pauvre d'Oaxaca. Il n'a jamais eu d'argent, ni de biens. Mais il était l'homme le plus généreux que j'ai jamais rencontré. Il donnait toujours quelque chose, même si ce n'était qu'un sourire ou un mot réconfortant. » Un silence chargé d'émotion s'installa. L'homme murmura. « On dirait qu'il était véritablement un homme bon. »« Il l'était, » répondit Rodrigo. « Il est mort il y a 5 ans,
et pas un jour ne passe sans que son absence me pèse. Parfois, je me demande ce qu'il penserait de ce que je suis devenu, des décisions que j'ai prises, de la vie que je mène aujourd'hui. Le blessé se redressa légèrement, appuyé contre le mur, et dit d'une voix douce mais ferme. Alors racontez-moi. Comment en êtes-vous arrivé là? Rodrigo sentit quelque chose en lui céder. Il n'aurait su dire pourquoi, mais la présence tranquille de cet homme l'invitait à parler, à se confier, à vider le trop-plein accumulé dans son cœur. Et ainsi, pendant près d'une demi-heure, il raconta tout, l'entreprise qu'il avait bâtie de ses mains, la trahison cruelle de Germain qui avait tout détruit, la perte graduelle de tout ce qui donnait sang à son existence, et finalement sa situation actuelle, le spectre du désalojo, la police qui viendrait les jeter dehors, ses enfants qui regarderaient leur père humilié, et ces 47 misérables pesos qu'il avait en poche ce matin-là. Jésus écouta sans jamais l'interrompre, hochant parfois la tête en signe de compréhension, son regard fixé sur Rodrigo comme si chaque mot était précieux, sacré, comme si l'histoire de cet homme l'atteignait jusqu'au plus profond de lui-même. Quand Rodrigo eut fini, un silence épais tomba, un silence qui ressemblait à une prière. Puis l'homme parla enfin, d'une voix douce, presque fraternelle. « Rodrigo, permettez-moi de vous dire quelque chose. Ce que vous venez de faire pour moi, en dépensant vos derniers 45 pesos pour un inconnu blessé, me dit infiniment plus sur qui vous êtes réellement que toute la triste histoire que vous venez de me confier. » Rodrigo fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire? » Je veux dire que vous avez perdu votre entreprise, votre maison, votre argent, votre sécurité, mais vous n'avez pas perdu la chose la plus précieuse qu'un être humain puisse posséder. Vous n'avez pas perdu votre cœur compatissant. À ces mots, Rodrigo sentit ses yeux se remplir de larmes longtemps contenues. Mon cœur compatissant ne nourrira pas mes enfants ce soir. Ma bonté ne paiera pas le loyer. Êtes-vous absolument certain de cela? La question le déstabilisa. Quelque chose avait changé chez cet homme, une lumière nouvelle semblait jaillir de ses yeux, une lueur indéfinissable, presque surnaturelle. « Que voulez-vous dire exactement » demanda Rodrigo, troublé. Jésus sourit, et ce sourire était si éclatant que Rodrigo dut plisser les yeux, comme s'il fixait directement le soleil. « Je veux dire que parfois, quand on donne tout ce que l'on a, même le peu qu'il nous reste, on reçoit infiniment plus que ce que l'on pouvait imaginer. » Rodrigo secoua la tête, amer. C'est très beau et poétique, mais dans le monde réel, quand on donne 45 pesos, il ne nous en reste que 2. C'est une simple addition. Et que savez-vous de la mathématique divine? Rodrigo se figea. Mathématique divine? Qu'est-ce que c'est? C'est la mathématique miraculeuse où 5 pains rassasient 5000 hommes, où la veuve pauvre qui offre ses 2 dernières pièces donne infiniment plus que les riches qui distribuent sans douleur une partie de leur abondance. Un frisson parcourut l'échine de Rodrigo. Ses mains tremblèrent. D'une voix basse, il murmura. « Qui êtes-vous vraiment » L'homme se leva lentement. Et soudain, il parut beaucoup plus grand, majestueux même. Ses vêtements sales et déchirés étaient toujours là, mais ils semblaient n'être plus qu'un déguisement, un voile qui cachait une réalité autrement plus éclatante. « Je suis quelqu'un qui attend depuis très, très longtemps de rencontrer un homme comme vous, Rodrigo Vasquez. » Un homme comme moi? Je ne comprends pas. Un homme qui donne alors qu'il n'a plus rien. Un homme qui garde son humanité quand tout le reste lui a été arraché. Autour d'eux, l'air changea subtilement. La lumière, la température, même les bruits de la rue semblèrent se transformer. Une atmosphère autre s'installait, comme si le monde entier retenait son souffle. La voix de l'homme résonna alors, puissante et douce à la fois, venant de partout et de nulle part. « Rodrigo, as-tu confiance en moi? Je ne sais même pas qui vous êtes. Au fond de ton cœur, tu le sais déjà. » Rodrigo plongea dans ses yeux impossibles, et tout s'imbriqua comme les pièces d'un puzzle divin. Les yeux lumineux, la voix étrangement douce, la question sur la mathématique divine, la transformation d'un moment de désespoir en une expérience sacrée, et surtout ce nom. Sa gorge se noua. Ce n'est pas possible, ce n'est simplement pas possible. Pourquoi pas? Parce que j'ai cessé de marcher parmi mon peuple? Parce que j'ai cessé de chercher ceux qui m'attendent encore? Rodrigo trembla. Vous êtes une figure du passé. Vous avez existé, mais il y a 2000 ans. Vous êtes de l'histoire, pas du présent. Alors l'homme éclata d'un rire qui n'avait rien d'ordinaire, un rire qui résonnait comme une musique céleste. Rodrigo, mon frère? Où crois-tu me trouver? Dans une église dorée?
Dans un palais épiscopal? Ou bien ici, déguisé en l'un des oubliés de ce monde, patientant pour voir qui ose encore aimer véritablement? Rodrigo balbutia. Mais la blessure était réelle, le sang, la douleur, tout était vrai. Crois-tu que j'ignore ce que signifie souffrir? Les jambes de Rodrigo se dérobèrent, il tomba lourdement sur le banc. L'homme, désormais transfiguré, poursuivit d'une voix solennelle. Je suis celui que j'ai toujours été, venu chercher les perdus, guérir les cœurs brisés. Je suis celui qui a dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au royaume. Non parce que je hais les riches, mais parce qu'ils n'apprennent presque jamais à donner quand cela fait vraiment mal. Et toi, aujourd'hui, tu as donné quand cela t'a coûté terriblement. Tu viens de prouver que tu as compris la valeur de ce que le ciel regarde. Le véritable sens d'un cadeau ne se mesure jamais par sa valeur matérielle, mais par le sacrifice réel qu'il représente pour celui qui l'offre. Ces paroles résonnaient encore dans le cœur de Rodrigo lorsque, bouleversé, il se tenait face à cet homme mystérieux qui lui inspirait à la fois crainte et paix profonde. « Que voulez-vous de moi » demanda-t-il avec une voix vibrante, presque suppliante. « Que dois-je faire » L'homme au regard lumineux répondit d'un ton empreint d'une douceur insondable. « Je ne veux rien de toi, Rodrigo. C'est moi qui désire t'offrir quelque chose. » Rodrigo resta interdit. « M'offrir ? Quoi donc ?» Alors l'homme s'approcha et posa sa main droite sur l'épaule du maçon. Ce simple contact fut comme une décharge électrique traversant tout son être, non pas une douleur, mais une irruption d'énergie pure, un flot d'amour inconditionnel et d'espérance infinie. Rodrigo sentit son âme se réveiller, comme si elle avait dormi pendant des années sous le poids de la souffrance. « Je veux te donner l'opportunité de redevenir celui que tu es vraiment, » dit l'homme avec une intensité bouleversante. Non pas l'homme qui a perdu une entreprise, mais celui qui, sans hésiter, sacrifie tout ce qu'il possède pour aider un inconnu blessé. Rodrigo, les yeux écarquillés, murmura presque malgré lui. « Mais comment allez-vous faire cela? Comment pouvez-vous changer ma situation ?» L'homme au regard d'éternité répondit simplement. « Retourne chez toi, Rodrigo. Ta famille a besoin de toi, maintenant. C'est tout. Rien de plus. As-tu confiance en moi ?» Rodrigo plongea ses yeux dans les siens. Ce n'étaient pas des yeux ordinaires. Ils brillaient d'une lumière qui n'appartenait pas à ce monde, une lumière où se concentrait toute la sagesse et tout l'amour de l'univers. Et, bien que sa raison criait à l'impossible, son cœur, lui, savait la vérité avec une certitude absolue. « Oui, » dit-il enfin d'une voix ferme. « Oui, je vous fais entièrement confiance. » « Alors retourne chez toi immédiatement, » reprit l'homme. « Et grave ceci dans ton cœur, les 45 pesos que tu as dépensés pour moi ne sont pas une perte. Ils sont une semence sacrée, une offrande déposée dans le ciel, et ils te reviendront multipliés de façon que tu n'oses même pas imaginer. » Rodrigo voulut le remercier, mais lorsqu'il se retourna, l'homme n'était plus là. Il avait disparu comme une brise silencieuse. À l'endroit où il s'était assis ne restait qu'une petite tache de sang séché et quelques bandages usés. Le maçon reprit la route vers sa maison, l'esprit en tumulte, comme un tourbillon. Avait-il rêvé? Était-ce le fruit d'une hallucination provoquée par le stress et la fatigue? Ou bien venait-il de vivre une rencontre authentique avec le divin? Arrivé dans sa rue, son cœur se figea. Devant sa maison, garée comme une menace, se trouvait la camionnette officielle du licencié Torres. Un frisson glacial parcourut son dos. Ses jambes se mirent à courir d'elles-mêmes, avalant les 50 derniers mètres, son cœur battant si fort qu'il croyait sentir ses tempes prêtes à éclater. Mais ce qu'il découvrit en atteignant son seuil lui coupa le souffle. Martha, son épouse, se tenait sur le perron, mais elle n'avait ni l'air angoissé, ni l'air désespéré. Elle semblait confuse, certes, mais pas désespérée. À ses côtés, le licencié Torres discutait calmement avec 2 policiers. Aucun meuble n'était jeté sur la rue, aucun cri n'éclatait. Rodrigo s'approcha avec précaution, redoutant le pire. Mais au lieu d'une scène de désolation, il aperçut un autre homme, inconnu, qui parlait aux autorités avec respect et assurance. Martha se tourna vers lui, les yeux mêlés de confusion et d'espérance. « Rodrigo, cet homme est venu spécialement pour toi. Il dit qu'il a un travail à t'offrir. » L'étranger, d'une 50aine d'années, vêtu avec élégance mais sans ostentation, s'avança aussitôt vers lui en lui tendant la main avec un sourire chaleureux. Son port dégageait la réussite d'un homme d'affaires aguerri, mais aussi une humilité rare.
Vous êtes bien Rodrigo Vasquez, demanda-t-il. Oui, répondit le maçon, toujours méfiant. Et vous êtes? Je m'appelle Eduardo Moral. Je suis entrepreneur dans la construction. Cela fait 2 semaines que je vous cherche dans toute la ville. Me chercher? Pourquoi? Pour vous offrir le projet le plus important de votre carrière. Le licencié Torres s'éclaircit la gorge, rappelant la réalité. Excusez-moi, mais nous sommes ici pour une affaire légale urgente. Monsieur Vasquez, je dois procéder au... Eduardo l'interrompit poliment mais fermement. Je crois que le désalojo n'a plus lieu d'être. Comment ça? Protesta Torres. J'ai un ordre judiciaire. Eduardo sortit alors un élégant enveloppe de son veston et la tendit avec assurance. Voici un chèque de 30 000 pesos. 15 000 pour couvrir les loyers impayés de Monsieur Vasquez, et 15 000 pour garantir les 6 prochains mois. Rodrigo chancela, comme s'il montait sur des montagnes russes. Le monde tournait autour de lui. Mais, je ne comprends pas, balbutia-t-il. Pourquoi payez-vous mon loyer? Parce que j'ai besoin que vous travailliez avec moi dès demain matin. Je ne peux pas me permettre de vous savoir préoccupé par des problèmes de logement alors que nous devons bâtir quelque chose de grand. Torres, interloqué, examina le chèque. Cela semble en ordre, mais je dois vérifier la disponibilité des fonds. Appelez la banque immédiatement, répondit Eduardo en lui donnant une carte de visite. Je suis le propriétaire de la Constructora Moral. Nous avons une relation bancaire solide depuis 15 ans. Les fonds sont garantis. Tandis que Torres composait le numéro, Rodrigo, bouleversé, se tourna vers Eduardo. Je vous remercie de tout cœur, mais je dois savoir. Quel est ce travail? Et pourquoi moi? Le constructeur esquissa un sourire sincère. J'élève un complexe de 200 maisons pour des familles pauvres à Tecamac. C'est le projet le plus important de ma vie. J'ai besoin du meilleur maître d'œuvre de tout le centre du Mexique. Et pourquoi croyez-vous que ce maître d'œuvre, c'est moi? Vous ne me connaissez même pas. Pendant 2 semaines, j'ai interrogé des dizaines de personnes à Mexico et dans l'État de Mexico. À chaque fois, le même nom revenait, Rodrigo Vasquez. On m'a parlé de vous comme de l'ouvrier le plus honnête, le plus travailleur, le plus exigeant sur la qualité, quelles que soient les circonstances. Rodrigo sentit ses yeux se remplir de larmes. Pendant des années, il avait cru que sa réputation était morte, balayée par les trahisons et les échecs. Et voilà qu'on lui disait que son nom restait vivant dans le cœur des autres. « Qui vous a parlé de moi » demanda-t-il d'une voix tremblante. « Beaucoup de gens. Mais celui qui m'a vraiment convaincu, c'est don Esteban Ramirez, de Material del Norte. Il m'a dit que vous étiez le seul homme qu'il connaissait qui préférerait perdre de l'argent plutôt que livrer un travail mal fait. » Rodrigo resta sans voix. Eduardo poursuivit, sortant de sa camionnette une élégante chemise en cuir. Voici la proposition officielle. Laissez-moi vous la présenter. Et tandis qu'il dépliait les documents, Rodrigo sentit que tout son univers basculait. En l'espace de quelques heures, il était passé du bord du gouffre à l'aube d'une résurrection. Les paroles de l'homme mystérieux résonnèrent en lui comme une promesse accomplie, les 45 pesos ne sont pas une perte, mais une semence sacrée qui te reviendra multipliée. Ce qui venait de se produire n'était pas seulement une chance providentielle. C'était la preuve éclatante qu'au-delà de l'injustice, des humiliations et de la misère, il existe une main invisible qui veille et qui rend au centuple ce que l'amour sincère a semé. Rodrigo serra la main d'Eduardo Moral avec force, les larmes roulant librement sur son visage tanné. Son cœur s'ouvrit à une certitude inébranlable, il n'était pas seul, il ne l'avait jamais été. Et ce jour marquerait pour toujours le commencement d'une nouvelle vie, à la fois professionnelle, familiale et spirituelle. Rodrigo ouvrit le document avec précaution, comme si chaque mot inscrit sur ses feuilles pouvait décider du destin de sa famille. Le contrat prévoyait une rémunération colossale, 500 000 pesos pour superviser la totalité de la construction du projet. 250 000 seraient versés dès la signature, le lendemain, et les 250 000 restants à la livraison réussie, avec la promesse d'un bonus supplémentaire de 50 000 si les délais étaient devancés. Le choc fut tel que Rodrigo dut s'asseoir lourdement sur le premier escalier à portée de main, ses jambes refusant soudain de le porter. Jamais, même dans les années les plus prospères de son entreprise passée, il n'avait vu une somme pareille rassemblée en une seule fois. Mais aussitôt la méfiance l'envahit, quel piège se cachait derrière une telle offre? Il savait, par expérience, que l'argent rapide venait toujours avec son lot de chaînes invisibles.
Eduardo, le promoteur, secoua la tête d'un air grave, il n'y a pas de piège, du moins pas de nature malhonnête. La seule difficulté, c'est le temps. Le délai est extrêmement serré, 200 maisons à terminer en 8 mois exactement, avec 6 jours de travail par semaine et des journées de 12 heures. Et je dois commencer dès demain, sans la moindre exception. Martha, qui s'était approchée discrètement et suivait la conversation avec attention, intervint alors, inquiète, pourquoi une telle précipitation? Pourquoi si vite? Eduardo soupira profondément, son visage se couvrant d'un voile de sérieux. Parce qu'il s'agit d'un projet du gouvernement fédéral, financé par des fonds internationaux du Banque mondiale. Si nous manquons la date butoir, même d'un jour, tout l'argent disparaît et 300 familles pauvres resteront sans maison, bien qu'elles aient déjà payé. Ces paroles retentirent comme un tonnerre dans l'esprit de Rodrigo, il ne s'agissait pas seulement d'un emploi, mais d'une mission porteuse d'un poids humain immense. Au même moment, le licencié Torres réapparut, son visage rayonnant de satisfaction. Après avoir vérifié le chèque, il confirma que les fonds étaient disponibles et que la transaction était autorisée. Il remit à Rodrigo un reçu officiel, déclarant « Monsieur Vasquez, vous êtes désormais en règle avec votre loyer pour 6 mois complets. » Les 2 policiers, venus plus tôt pour le menacer d'expulsion, s'inclinèrent poliment avant de repartir, et Torres s'éclipsa à son tour, s'excusant une dernière fois tout en félicitant chaleureusement Rodrigo pour cette improbable bonne fortune. Resté seul avec Eduardo, les Vasquez le virent déployer entièrement la chemise cartonnée et étaler les plans architecturaux du projet. Ce sont des maisons simples, mais dignes, expliqua-t-il, pointant les dessins techniques, 2 chambres, un salon, une cuisine intégrée, une salle de bain complète avec douche, un petit patio. Rien de luxueux, mais conçu pour durer au moins un demi-siècle. Rodrigo, dont l'œil exercé avait vu défiler bien des plans, fut impressionné, ces schémas étaient à la fois pratiques et ingénieux, efficaces mais empreints d'humanité. Eduardo insista, les matériaux seront de première qualité. Cemex fournira tout le béton, Intercéramique les sols, et l'installation électrique se fera avec du matériel Dumex. Nous ne faisons aucune économie qui puisse compromettre la sécurité ou la durabilité. C'était précisément ce que Rodrigo avait espéré entendre, pas de raccourcis, pas de compromis, pas de concessions éthiques. Pourtant, avant de donner sa réponse, Rodrigo posa la question qui lui brûlait les lèvres, « Monsieur Moral, comment m'avez-vous réellement trouvé? Je n'ai pas cherché de travail, je n'ai rien publié, et je ne comprends pas pourquoi vous êtes venu frapper à ma porte. » Eduardo esquissa alors un sourire étrange, presque mystérieux, comme s'il portait un secret qu'il n'était pas sûr de devoir révéler. « C'est la chose la plus insolite qui me soit arrivée en 15 ans de métier, confia-t-il. Ce matin, j'étais au restaurant près de mon bureau, accablé par l'angoisse, mon maître d'œuvre habituel venait de tomber gravement malade la veille, et je désespérais car le chantier devait démarrer demain sans faute. C'est alors qu'un homme singulier entra. Il ressemblait à un mendiant, vêtu de haillons, sale, les cheveux longs et désordonnés, une barbe négligée. Son bras gauche était bandé, comme s'il venait de se blesser. Mais sa voix était d'une politesse impeccable, presque aristocratique. Il s'assit à la table voisine, et sans que je lui demande quoi que ce soit, il me dit textuellement, « Si vous cherchez quelqu'un qui construise avec honneur, allez trouver Rodrigo Vasquez à Ecatepec. » À ces mots, Rodrigo sentit sa peau se couvrir de frissons, comme si un courant glacé remontait le long de sa colonne vertébrale. Eduardo poursuivit, captivé par son propre récit, « Ce qui m'a le plus troublé, c'est qu'il semblait lire dans mes pensées, deviner mes angoisses. » Et il ajouta, « C'est un homme qui a donné ses derniers 45 pesos pour aider un inconnu blessé sans rien attendre en retour. C'est exactement ce genre de personne dont vous avez besoin pour bâtir des maisons où vivront de vraies familles. » Martha, bouleversée, serra instinctivement la main de son mari, car elle voyait son visage se décomposer de stupeur. Cet inconnu, c'était bien celui qu'ils avaient croisé ce matin, l'homme blessé à qui Rodrigo avait acheté des médicaments avec ses ultimes économies. Leurs regards se croisèrent, Martha, Eduardo, Rodrigo, et leurs enfants qui observaient depuis l'entrebâillement de la porte, fascinés. Rodrigo repensa à cette matinée incroyable, s'éveiller sans un centime ni la moindre espérance, rencontrer un homme blessé, lui offrir ses derniers pesos, découvrir peu à peu qu'il n'était pas un simple vagabond, mais porteur d'un message étrange, puis le voir disparaître mystérieusement après avoir parlé de mathématiques divines et d'investissement spirituel. Tout cela le conduisait à cet instant précis. Il releva la tête et dit d'une voix ferme, « J'accepte le travail. » Eduardo, radieux, lui tendit aussitôt la main pour sceller l'accord. « Parfait.
Soyez demain à 6 heures du matin pour signer le contrat définitif et visiter le terrain. Puis il sortit de sa veste une enveloppe épaisse, voici l'avance de 250 000 pesos. Cela vous aidera à régler vos besoins urgents. Rodrigo prit l'enveloppe d'une main tremblante, sentant le poids du papier comme le poids tangible du salut. Quelques heures plus tôt, il comptait ses dernières pièces sur ce même escalier avec Martha, à présent, il tenait entre ses doigts de quoi assurer la survie de sa famille pour des mois. Lorsqu'Eduardo repartit dans sa camionnette, laissant derrière lui la promesse d'un avenir nouveau, Rodrigo et sa femme restèrent assis, abasourdis, au même endroit exact où, ce matin-là, ils avaient touché le fond du désespoir. Alors, Martha le regarda droit dans les yeux et demanda d'une voix douce mais insistante, « Vas-tu enfin me raconter ce qui s'est vraiment passé ce matin ?» Rodrigo inspira profondément et lui raconta tout, dans les moindres détails, l'homme blessé à l'arrêt de bus, les médicaments achetés avec ses derniers 45 pesos, la conversation étrange sur une mathématique divine, les révélations successives de son identité mystérieuse, sa disparition soudaine, et ses paroles énigmatiques où il ne parlait jamais de dépenses mais toujours d'investissement. Quand il eut terminé son récit, Martha pleurait en silence, les larmes ruisselant librement sur ses joues. Elle murmura, bouleversée, « Tu crois vraiment que c'était, lui ?» Rodrigo secoua lentement la tête, « Je ne sais plus quoi croire », répondit-il avec une sincérité brute. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, j'ai donné mes derniers 45 pesos à un inconnu dans le besoin, et ce soir, j'ai du travail, de l'argent pour plusieurs mois, et, surtout, j'ai retrouvé une véritable espérance, chose que je n'avais plus ressentie depuis des années. Rodrigo plongea machinalement la main dans sa poche et en retira les 2 pièces qui lui restaient après avoir acheté les médicaments. Mais au moment où ses yeux se posèrent sur elle, son souffle se coupa net. Ce n'étaient plus les simples pièces de monnaie qu'il avait tenues le matin même. À présent, il tenait entre ses doigts 2 disques d'or pur, resplendissant d'une lumière intérieure, comme s'ils étaient traversés par une flamme vivante. Sur l'une d'elles, parfaitement gravée avec un détail presque miraculeux, apparaissait la scène d'un homme agenouillé offrant des remèdes à un blessé. Sur l'autre, on distinguait une famille de 5 personnes s'enlaçant devant une maison belle et solide, symbole d'un bonheur retrouvé. Martha, qui observait, chuchota d'une voix étranglée, « Regarde bien. » Ses yeux fixés sur les pièces étranges s'écarquillèrent de stupeur et restèrent muets pendant de longues minutes. Ce n'étaient des monnaies d'aucun pays connu, mais elles semblaient forgées dans l'or le plus pur, et plus encore, elles irradiaient une chaleur qui n'avait rien de physique, une douceur mystérieuse qui venait d'ailleurs, d'un royaume invisible. Rodrigo balbutia, « Mais d'où viennent-elles ? Que sont-elles ?» Lui-même n'en avait pas la moindre idée. Ce matin, j'avais seulement 2 pesos ordinaires, et maintenant j'ai cela. À ce moment, Javier, leur fils aîné, s'approcha timidement, « Papa, alors nous n'allons plus perdre notre maison. » Rodrigo le serra contre lui de toutes ses forces, « Non, mon fils. Nous ne perdrons plus jamais notre maison. Et ton père aura de nouveau un bon travail. » L'enfant, étonné, demanda, « Mais comment tout a pu changer si vite ? Ce matin, tu étais encore si triste. » Rodrigo leva les yeux vers Martha, puis vers ses 3 enfants qui attendaient une réponse, et enfin vers le ciel, où les nuages s'étaient ouverts en un clair-obscur dramatique, laissant passer le soleil doré de l'après-midi. Et il déclara avec gravité, « Cela s'est produit parce que parfois, quand on donne absolument tout ce que l'on possède pour aider autrui, sans rien attendre en retour, alors c'est Dieu lui-même qui se charge de tout arranger. » Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois interminables de privation, la famille Vasquez connut un véritable festin. Rodrigo était allé au supermarché le plus grand de la région et avait rempli son panier de tout ce qui leur manquait depuis si longtemps, du poulet frais, du bœuf tendre, des légumes croquants, des fruits de saison, du lait, du pain sucré et même de la glace pour les enfants. Autour de la petite table, la famille riait et mangeait dans une atmosphère de joie retrouvée. Mais dans le cœur de Rodrigo résonnait une phrase qu'il n'arrivait pas à oublier, les mots que Jésus lui avait adressés. « Les 45 pesos que tu as dépensés pour moi n'ont pas été une perte, mais un investissement sacré. » Il comprit alors que ces 45 pesos, semés en compassion pure, avaient germé en une moisson de 500 000 pesos d'opportunités concrètes. Mais plus encore que l'argent, c'était l'espérance qui était revenue, la foi qui renaissait, la certitude éclatante que l'amour possédait encore un pouvoir réel dans ce monde souvent cruel. Rodrigo plaça les 2 pièces d'or dans une petite boîte qu'il déposa avec solennité sur l'autel domestique que Martha entretenait avec soin. Ces pièces n'étaient pas destinées à être dépensées, mais à être gardées comme des reliques vivantes, mémoire éternelle de ce jour où le ciel avait touché leur vie. 6 mois plus tard, Rodrigo avait non seulement achevé la construction des 200 maisons dans le délai imposé,
mais son travail s'était révélé d'une telle qualité qu'Eduardo Moral lui confia immédiatement 3 projets encore plus vastes. En peu de temps, la société Moral se hissa au rang des entreprises de construction les plus respectées du centre du Mexique, réputée autant pour l'excellence de ses bâtiments que pour le traitement juste de ses ouvriers. Mais pour Rodrigo, le vrai trésor n'était pas ce succès retrouvé, c'était la leçon apprise ce matin-là à l'arrêt de bus, cette vérité fulgurante que lorsqu'on offre tout par amour véritable, on ne reste jamais les mains vides. Jésus ne lui avait pas menti, il avait découvert en chair et en os la réalité de cette mathématique divine. Dans le royaume de l'amour authentique, chaque don, aussi petit soit-il, revient multiplié à l'infini. Pas parce que l'on mérite une récompense, mais parce que c'est ainsi que l'univers de Dieu fonctionne quand l'amour en est la source. Chaque soir, avant de se coucher, Rodrigo contemplait ces 2 pièces dorées, qui luisaient doucement dans la pénombre, et il se souvenait que les plus grands miracles commencent toujours par les gestes les plus humbles, aider un étranger blessé avec ses derniers 47 pesos, choisir la compassion au lieu de l'instinct de survie, croire de toutes ses forces que l'amour finit toujours par se multiplier quand il est sincère. 1 an plus tard, Rodrigo et Eduardo étaient devenus de véritables partenaires. Ensemble, ils avaient construit plus de 1000 maisons pour des familles défavorisées, créé des centaines d'emplois et lancé un programme de bourse pour les enfants des ouvriers. Rodrigo avait retrouvé non seulement sa stabilité économique, mais surtout un sens profond à sa vie. Pourtant, jamais il n'oublia la vérité essentielle, la véritable richesse ne se mesure pas en pesos, mais dans la capacité de donner même quand cela fait mal, même quand cela coûte. Chaque mois, fidèle à sa promesse, Rodrigo mettait de côté une partie de ses revenus pour aider des familles désespérées comme la sienne autrefois. Il avait même créé un fonds spécial, qu'il appela « les 47 pesos », destiné à soutenir ceux qui avaient tout perdu, sauf leur humanité. Chaque fois qu'il remettait cette aide, il racontait son histoire, comment 45 pesos donnés par compassion s'étaient transformés en une fortune multipliée par l'amour divin. Il voulait que tous comprennent que les miracles ne sont pas des privilèges réservés à quelques élus, mais la conséquence naturelle de choisir l'amour au lieu de la peur, la générosité au lieu de l'égoïsme, la foi au lieu du désespoir. 3 ans après ce matin qui changea son destin, Rodrigo reçut un appel inattendu. Le gouvernement fédéral voulait le recruter pour superviser la construction d'un hôpital pour enfants atteints de cancer, le plus grand projet de sa vie, d'une valeur de 50 millions de pesos. Déconcerté, il demanda « Mais pourquoi moi ?» Le fonctionnaire répondit « Parce que votre réputation d'honnêteté et d'intégrité est connue dans tout le pays. Nous avons besoin d'un homme digne de confiance pour un projet d'une telle importance. » Cette nuit-là, tenant ces 2 pièces d'or dans ses mains, Rodrigo sourit. De 47 pesos à un contrat de 50 millions, de la ruine à l'honneur national, la mathématique divine avait encore frappé. Mais ce qui l'émouvait le plus, ce n'était ni l'argent ni le prestige, c'était de savoir que ce nouvel hôpital sauverait des milliers d'enfants innocents. Son cœur débordait de gratitude en comprenant que son rencontre avec Jésus, ce matin-là, n'avait pas seulement bouleversé son existence, mais allait désormais transformer d'innombrables vies. Car c'est ainsi que fonctionne le véritable amour, il se multiplie sans fin, il se répand au-delà de toute imagination, il crée des cercles de bénédiction qui s'élargissent éternellement. Et si cette histoire touche ton cœur aujourd'hui, c'est peut-être parce que toi aussi, tu possèdes tes 47 pesos. Pas forcément sous forme d'argent, mais en geste de compassion sincère, en temps donné avec générosité, en main tendue à celui qui en a désespérément besoin. Commence là où tu es, avec ce que tu as, et regarde comment Dieu multipliera ta générosité de manières insoupçonnées. Les miracles ne sont pas des coïncidences, ce sont les conséquences directes de l'amour en action. Souviens-toi, la plus grande fortune peut commencer au moment précis où tu offres tes derniers 47 pesos par amour pur, découvrant que l'arithmétique du ciel transforme chaque don sincère en bénédiction infinie. Quelqu'un, quelque part dans ta ville, attend peut-être aujourd'hui que tu sois la réponse à sa prière. Tu as le pouvoir d'être ce miracle. N'attends pas d'avoir davantage pour donner, commence dès maintenant, et tu verras l'amour de Dieu tracer des chemins là où il n'y en avait pas, changer les tragédies en recommencement, transformer les larmes en espoir. Car le véritable amour n'est pas une simple émotion douce, il est une force qui change les réalités, qui ouvre des portes, qui élève et guérit. Quand tu donnes avec ton cœur, quand tu choisis le sacrifice par amour, quand tu préfères la compassion à l'égoïsme, tu ne changes pas seulement la vie de celui qui reçoit, tu deviens un canal de bénédiction qui se répand comme une réaction en chaîne, multipliant la lumière et la bonté dans le monde. La grande histoire de Rodrigo avait commencé avec seulement 47 pesos et un cœur compatissant. Quelle sera la tienne? Avec quoi commenceras-tu ton propre miracle? L'amour t'attend.
Les miracles t'attendent. La mathématique divine t'attend.